Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir les propriétés de base d'After Effects ainsi que ses principaux raccourcis clavier. Tout d'abord, ouvrons le document de notes raccourcis clavier et rendons-nous en dernière page où se trouve en annexe une représentation de mon clavier. En rouge sont ce qu'on appelle les hotkeys. Un hotkey, c'est un terme en anglais pour désigner les touches de fonction principale pour faire des raccourcis clavier. Donc, la touche majuscule est souvent employée. Vous allez m'entendre dire sans doute Shift à plusieurs occasions, puisque je suis habitué de travailler dans un environnement anglophone. Donc, Shift majuscule, même chose. Contrôle, Alt, ça se pourrait que votre clavier ait la mention Option à la place de Alt. C'est pas grave, c'est la même chose. Donc, Alt et ce bouton-ci. Commande, les flèches du clavier. Le bouton Home qui sert au repère d'instant courant de se rendre au début de la ligne de temps. Souvenez-vous, le repère d'instant courant, c'est un terme bien compliqué pour dire le curseur qui nous sert à avancer ou reculer dans la ligne de temps. Okay? Donc, à partir de maintenant, je vais parler du repère, du curseur de ligne de temps. Alors, le bouton Home permet au curseur de ligne de temps de se rendre automatiquement au début de la ligne de temps. Le bouton End permet au curseur de la ligne de temps de se rendre automatiquement à la fin de la ligne de temps. Et les boutons Page Up et Page Down nous permettent d'avancer ou de reculer une image à la fois dans notre ligne de temps. Ensuite, si je retourne en première page, donc nous avons une section concernant les raccourcis clavier en général d'After Effects. Ensuite, les raccourcis clavier par rapport aux outils. Ensuite, une section par rapport au panneau montage. Donc, tous ces raccourcis clavier ici correspondent au panneau montage d'After Effects. Une section concernant les propriétés d'After Effects et une section, très petite soit-elle, concernant la 3D. Nous allons voir les notions de 3D beaucoup plus tard dans la session. Alors, en tout temps, vous pouvez vous référer à ce document-ci pour pouvoir constater ce dont je parle dans mes tutoriels et pour pouvoir justement voir les différents raccourcis et les exercer. N'oubliez pas, c'est très important d'employer les raccourcis clavier afin d'être efficace dans notre méthode de travail pour pouvoir aller là où on veut aller dans un délai raisonnable. OK, je ferme ceci et maintenant, c'est le tour d'aller dans le document After Effects qui s'appelle Propriétés base. Nous allons nous servir de ce document After Effects pour essayer de comprendre comment les animations fonctionnent. Mais premièrement, on va analyser un petit peu ce qui se trouve dans mon panneau projet. Comme vous pouvez voir, il se trouve plusieurs compositions différentes. Chaque composition a une version finale et chaque composition a une version à faire. Nous allons analyser ce qui se trouve dans les compositions finales et ensuite, je vais vous inviter à essayer de dupliquer ce qui se trouve dans mes calques finales, dans les calques à faire. Bon, tout d'abord, parlons un petit peu des animations. Donc, les calques sont animés au moyen de changements de propriétés qui se trouvent à l'intérieur de chaque calque via le bouton « Transformer ». OK, donc ici, à l'intérieur de ma composition Iceberg finale. Si on déploie la petite flèche à côté du mot Iceberg, on va voir qu'il y a maintenant le bouton Transformer. Donc, chaque calque dans After Effects a de cacher à l'intérieur de lui-même le bouton Transformer. Et ce bouton Transformer cache toutes les propriétés de base. Les propriétés de base qui nous permettent d'animer les éléments. Chacune de ces propriétés a un raccourci clavier qui lui est propre. La propriété point d'ancrage a le raccourci clavier A. A pour ancrage. La propriété position a le raccourci clavier P pour position. La propriété échelle a le raccourci clavier S. Là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de S dans échelle, c'est vrai. S provient de l'anglais
pour scale. Donc, souvenez-vous, hein, si vous voulez accéder à la propriété d'échelle rapidement, il s'agit de faire S pour scale. Ensuite, R pour rotation et finalement T pour opacité. Encore une fois, opacité ne commence pas par T. Opacité, en fait, T vient sans doute de transparency en anglais. Bref, dans tous les cas, moi, pour m'aider, je me base sur la fin du mot, opacité. OK? Donc, T pour opacité. Alors, si je fais un petit recap, A pour point d'ancrage, P pour position, S pour scale, R pour rotation et T pour opacité. OK. Donc, comme je disais tantôt, en fait, pour poursuivre, donc, on manipule ces propriétés-là pour pouvoir faire des animations. Et pour pouvoir faire des animations, ben, on a besoin d'images clés. En fait, les images clés permettent de faire des changements de propriétés. Ici, ce qu'on voit, les losanges, ben, chaque losange représente une image clé. Et une image clé, c'est un endroit spécifique sur la ligne de temps où je dis à After Effects, ben, ici, je veux que tu appliques un changement spécifique par rapport à cette propriété. Donc ici, par exemple, ma propriété position, elle est à 444.6 et 169.7. Souvenez-vous, hein, dans les positions, il s'agit de X, Y, en fait, partout, même dans l'échelle, X, Y. Alors, dès que vous voyez des chiffres là, avec une virgule ici au complet, la colonne de gauche, c'est X, la colonne de droite, c'est Y. Donc ici, mon élément, donc mon calque 10% a, sur cette image clé, ces valeurs-ci. Et si on poursuit un petit peu plus loin, eh bien maintenant, on peut voir que cette image clé, donc mon 10%, dans la propriété de position, a changé de valeur. 464.6 et 189.7. Pour faire une animation, donc, il nous faut un minimum de 2 images clés. Chaque image clé représentant une valeur, donc ici, du début de l'animation et de fin d'animation. Si nous avons une seule image clé, il ne peut pas y avoir d'animation. On va voir ça en détail dans quelques instants. Donc, premièrement, j'aimerais ça qu'on analyse rapidement ce qui se trouve ici. Donc, si je pèse sur ma touche barre d'espacement sur mon clavier, que se passe-t-il? Voilà. Donc, j'ai 10% et 90% qui sortent en dessous de mon iceberg. Chacun des calques ont une animation qui emploie les propriétés de position et d'échelle. Si je cache temporairement le calque iceberg, on peut voir qu'au début de l'animation, mes calques 10% et 90% ont une échelle de 0%. On ne les voit pas, ils sont très petits. Et rendu au 8e frame, mes calques ont 105% d'échelle. Et là, ensuite, à la fin de l'animation, mes calques sont redevenus à 100% d'échelle. En même temps, il y a donc un changement de position qui se passe. Au début de mon animation, mes éléments sont au centre. Vers le milieu de mon animation, ils sont beaucoup plus loin que le centre. Et à la fin de mon animation, ils reviennent progressivement un petit peu vers le centre. Donc ici, on a une animation qui emploie 2 propriétés, position et échelle, de manière simultanée. OK. Si je m'en vais maintenant analyser mon calque ballon final, on peut voir que la même chose se passe. J'ai un ballon qui rebondit par terre. Et ce ballon-ci emploie les propriétés de position et d'échelle, exactement comme dans la composition précédente. On voit que le ballon, donc lorsqu'il s'écrase par terre, lorsqu'il va par terre, il s'écrase. Et voilà. Et lorsqu'il remonte, ben c'est comme il reprenait sa forme initiale. Donc, il change de position puisqu'il va du haut vers le bas.
et il change d'échelle puisque lorsqu'il atterrit par terre, il s'écrase. Et voilà. OK. Et en ce qui concerne la troisième composition, point d'ancrage, c'est ici, ben, ce qu'on va voir, en fait, je vais peser sur ma barre d'espacement. C'est une petite animation vraiment très simple pour essayer de vous montrer comment que la propriété point d'ancrage fonctionne. C'est un petit peu complexe. Je vais faire mon possible pour vous expliquer ça le mieux possible. Mais ici, rapidement, ce qu'on peut voir, c'est qu'au début de mon animation, mon rectangle grossit à partir du centre. Et à partir du milieu de l'animation, mon rectangle rétrécit à partir du coin supérieur gauche et à la fin de mon animation, mon rectangle rétrécit à partir du coin inférieur droit. Pour me permettre de faire ce type d'animation, j'ai animé non seulement la position et l'échelle, comme on vient de voir dans toutes les compositions précédentes, mais j'ai également animé la position du point d'ancrage. Le point d'ancrage étant la mire ici. Donc cette mire, c'est ce qui dicte aux formes à partir de où les transformations vont se faire. Si la mire est au centre, les rotations vont se faire à partir du centre. Si la mire, elle est sur le côté, les rotations vont se faire à partir du côté. Okay? Donc, la position du point d'ancrage est la position à partir de laquelle l'objet va subir ses transformations. Donc, moi, ici, dans mon animation, comme on peut voir, mon point d'ancrage bouge du centre vers le haut et vers le bas. C'est ça qui a permis à mon rectangle de pouvoir rapetisser et grossir tout le temps par rapport à des endroits spécifiques. OK, on va revoir ça vers la fin du tutoriel. Maintenant, j'aimerais ça qu'on se crée une nouvelle composition afin de se créer une petite animation bien simple en exploitant toutes les propriétés de base. Alors, commande N, ou souvenez-vous, composition, nouvelle composition, on essaie d'être efficace, donc commande N. Et là ici, nom de la composition, habituez-vous de toujours bien nommer vos trucs, donc ici je vais l'appeler test. Et je vous invite à choisir dans les paramètres prédéfinis, à choisir du HD. Le HD étant le 1280 par 720, donc After Effects le nomme HDV, HDTV 720. Rappelez-vous que le dernier chiffre ici, 25, représente la cadence, donc le frame rate, les images par seconde. Alors nous avons donc ici une composition HD, 1280 par 720, avec une cadence de 25 images secondes et une durée de 3 secondes. OK? Pour l'instant, ça fait la job. OK. Alright, donc maintenant, nous sommes à l'intérieur de cette composition vide et nous allons pouvoir maintenant commencer à avoir les trucs de base. Nous allons tout simplement, au départ, animer un rectangle, tout simplement. Donc, Q pour accéder à l'outil, en fait, aux outils de forme. Parce que en dessous de l'outil rectangle se trouve l'outil rectangle arrondi, l'ellipse, le polygone et l'étoile. Lorsqu'on sélectionne une forme, nous avons accès ici à droite à la couleur de fond de la forme, au type de fond, donc si on veut un fond plein ou en dégradé linéaire ou dégradé radial. Nous avons accès au contour, donc est-ce que nous voulons un contour uni, un contour en dégradé? Et nous avons accès à la couleur du contour et nous avons accès à la grosseur du contour. Donc, tout ce qui se trouve ici, c'est cliquable. Le bouton fond, la couleur du fond, le bouton contour, la couleur du contour et l'épaisseur du contour. Donc ici, présentement, si je me crée par exemple un rectangle, je devrais avoir un rectangle rouge avec un contour blanc de 74 pixels. Et voilà. Bon, ça ne me plaît pas, donc je vais peser sur le bouton contour et je vais cliquer sur l'icône ici
aucun contour. Excellent. OK. Donc, la première chose que je veux que vous remarquiez lorsqu'on se crée un objet dans After Effects, dans ce cas-ci un rectangle, c'est que le point d'ancrage n'est pas au milieu de l'objet. Si vous ne voyez pas le point d'ancrage, prenez votre flèche noire, désélectionnez votre forme et resélectionnez votre forme. On va parler des calques de forme en détail dans un autre tutoriel, OK? Parce que c'est très complexe. Mais pour l'instant, sachez une chose. Lorsqu'on se crée des formes, After Effects place le point d'ancrage au centre de la composition et non pas au centre des formes. Pour régler ce problème-là, on peut le faire de deux manières. Soit qu'on double-clique sur l'outil déplacement arrière, point d'ancrage, moi je l'appelle outil point d'ancrage, donc l'outil Y, cet outil-ci. Donc si on double-clique dessus, en fait, commande double-clic, on voit que là, mon point d'ancrage est allé directement au milieu de ma forme. Ça, c'est une manière. Donc, pour centrer le point d'ancrage sur une forme, on fait commande, double-clic sur l'outil point d'ancrage. Une autre manière de faire, c'est de faire Alt, commande, Home. Les boutons Alt, commande et Home, comme on vient de voir, centrent le point d'ancrage. Et si on veut centrer l'objet dans notre composition, on n'a qu'à faire commande Home. Alors là, maintenant, j'ai un rectangle avec son point d'ancrage parfaitement centré et le rectangle, lui, est également parfaitement centré. Au lieu de cliquer sur commande Home pour centrer, j'aurais pu également aller dans mon panneau aligné, m'assurer que j'aligne sur ma composition et ensuite cliquer sur les boutons appropriés pour aligner ma forme au centre. Alright, donc là, je pense que là, on a déjà une pas mal bonne base pour pouvoir aller de l'avant. Si je me rends donc à l'intérieur de mon bouton transformer, à l'intérieur de ma forme, on va donc jouer maintenant avec les différentes propriétés. On va jouer avec le point d'ancrage un petit peu plus tard parce que c'est assez complexe. Au moins, pour l'instant, on a compris comment centrer le point d'ancrage dans notre objet. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous employez l'outil Y, donc l'outil point d'ancrage, vous pouvez manuellement prendre le point d'ancrage et le coller sur la paroi et les coins de votre forme. Pour que ça colle, pour que ça snap, c'est important que le bouton accrochage soit coché. Maintenant, puisque mon bouton accrochage est coché, on peut voir que je peux facilement donc snapper, magnétiser mon point d'ancrage dans des endroits très spécifiques et précis sur ma forme. OK. Donc, on va voir comment animer le point d'ancrage peut-être un petit peu plus tard dans ce tutoriel, mais on va s'attaquer pour l'instant à position, échelle, rotation et opacité. Alors, premièrement, animons la position. Admettons qu'on veut faire une animation dans laquelle mon rectangle se déplace de la gauche et qu'il va vers la droite. Je vais commencer par mettre mon rectangle à gauche et là, je vais enclencher le chronomètre. Le chronomètre, c'est l'icône qui se trouve à gauche de toutes les propriétés. Pour pouvoir créer des animations, comme j'ai dit tantôt, c'est primordial. En fait, pour créer des animations, il faut apporter des changements de propriétés via ce qu'on appelle des images clés. Si mon cadran n'est pas coché, n'est pas activé, si je change de propriété ici, j'ai aucune image clé qui se forme. Donc, si je fais play, barre d'espacement sur mon clavier, il n'y a rien qui se passe. Donc, pour pouvoir donc animer une propriété, on doit au préalable cocher, activer le chronomètre.
Et là, ça dit à After Effects, OK, c'est beau, c'est prêt, je peux partir. Et là, on peut voir ici qu'automatiquement, j'ai une première image clé qui vient d'apparaître. Hein, le losange ici, c'est une image clé. Alors, cette image clé-ci représente la position en X 258 et en Y 360 de la position de mon rectangle sur ma composition. Je vais prendre mon curseur de temps, aller un petit peu plus loin dans ma timeline, ma ligne de temps, et là, maintenant, je vais tout simplement déplacer mon rectangle. Et comme vous pouvez voir, automatiquement, j'ai une nouvelle image clé qui vient de se créer. Donc ça, c'est intéressant. Lorsqu'on a le cadran d'activer, dès qu'on fait un mouvement, dès qu'on déplace, on applique une rotation, peu importe à notre objet, vous voyez ici, j'ai une image clé qui se forme automatiquement. OK. Donc ici, comme on peut voir, ma première image clé dans ma propriété position a ces valeurs-ci et à la fin, j'ai ces valeurs-ci. On peut voir que la valeur en X a bougé et ma valeur en Y, elle, n'a pas bougé, puisque mon mouvement s'est fait à l'horizontale. Good! Ben, j'ai maintenant fait ma première animation. OK. Admettons que je veux faire une animation dans laquelle deux propriétés sont exploitées en même temps. Bon, par exemple, ici, admettons que je voudrais que mon rectangle disparaisse pendant son mouvement. Bon, je pourrais décider d'appliquer un changement de propriété d'opacité. Donc, au début de mon animation, mon opacité est à 100%. Et à la fin de mon animation, mon opacité pourrait être à 0%. Et là, maintenant, lorsque je fais play, ben, non seulement mon rectangle se déplace dans le temps, mais il disparaît en même temps. All right, good. Je pense que là, on a bien saisi ça. Ça va bien. Bon, là maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment manipuler les images clés. Vous voyez ces images clés-là, ces losanges, on peut les prendre et on peut les déplacer. Alors, par exemple, si moi, là, j'aimerais ça, que mon rectangle soit à 100% d'opacité au début, au milieu de mon animation à 0%, et à la fin de mon animation à 100%. Admettons que j'ai goût de faire une animation comme ça. Mon rectangle se déplace de gauche à droite et est à 100% d'opacité pour 0% pour revenir à 100%. Bien là, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement prendre mon point, mon image clé de fin ici, qui a déjà une opacité à 0%, et la reculer tout simplement en faisant un clic-glisse au milieu de mon animation. Alors maintenant, j'ai mon rectangle qui disparaît à partir du centre. Et là maintenant, à la fin, puisque je veux que mon rectangle revienne à 100%, je n'ai qu'à copier-coller l'image clé correspondante. Vous voyez ici, en première, au début de l'animation, mon opacité est à 100%. Alors si je sélectionne cette image clé, que je fais copie, commande C, que je me rends à la fin de mon animation, commande V, et bien voilà, j'ai tout simplement maintenant copié-collé une image clé avec des valeurs précises. Alors maintenant, mon rectangle est à 100% au début, disparaît au centre, au milieu de mon animation, et réapparaît à la fin. Voilà. OK. Alors là, maintenant, on a vu qu'on peut déplacer des images clés dans notre ligne de temps et on peut voir également qu'on peut copier-coller des images clés dans notre ligne de temps. Qu'est-ce qui se passe si on prend plusieurs images clés en même temps? Bon, oui, on peut les déplacer. Oui, on peut les copier et les coller. OK? Mais aussi, puis c'est ça que je veux faire avec vous présentement, si je sélectionne plusieurs images clés en même temps et que j'enfonce Alt et que je les déplace, regardez ce qui se passe. Les images clés se déplacent dans ma ligne de temps de manière proportionnelle. OK? Donc, c'est très cool ça. Donc là, maintenant, je viens d'augmenter la durée de mon animation.
facilement, simplement en faisant un Alt, clic, glisse. OK. Donc, autre chose que j'ai à vous dire. Ici, lorsqu'on déploie la flèche d'un calque, on peut voir donc qu'à l'intérieur du bouton Transformer se trouvent toutes les propriétés de base. Mais là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des effets, des styles de calque, toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, là, ça va déborder de l'écran. Vous allez avoir vraiment beaucoup de choses, plein de flèches, puis plein d'affaires de déployer partout. Vous allez vraiment vous perdre. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de travailler le plus possible avec quoi? Ben oui, les raccourcis clavier. Donc, souvenez-vous, hein, si je pèse sur P, je contrôle la position. Et si je pèse sur T, je contrôle l'opacité. Mais si je veux voir l'opacité et la position en même temps, je fais Shift, alors majuscule, et je n'ai qu'à enfoncer la touche de la propriété voulue. Donc si ici, puisque j'ai l'opacité d'activer à l'écran et que je veux voir simultanément la position, je n'ai qu'à faire Shift-P. Si maintenant, par exemple, j'aimerais appliquer une rotation à mon objet, je n'ai qu'à faire Shift-R. Et là, maintenant, j'ai seulement les seules propriétés qui sont apparentes dans mon panneau montage sont celles avec lesquelles je travaille. OK. On va parler maintenant de la propriété de rotation. Donc, je vais enclencher le cadran pour pouvoir me permettre de faire des images clés. Et là, ben, à la fin de mon animation, je peux lui dire, par exemple, tourne-moi ça à 22 degrés ou 21 degrés. Alors, moi, j'aime ça les chiffres ronds, je vais faire 25 degrés. Right. Fait que ça veut dire que mon animation, mon rectangle, va au cours de l'animation passer de 0 degré à 25 degrés. All right, good. On pourrait faire autre chose aussi. On pourrait décider, je pourrais facilement dire à After Effects, j'aimerais ça que tu fasses un tour sur toi-même une fois. Donc, si je me rends à la fin de mon animation et qu'au lieu d'écrire des degrés ici, j'écris un chiffre ici, ben ça, c'est le nombre de tours. Donc, un tour. All right. Donc ici, si je vais au début de mon animation et que je fais play, mon élément vient de faire un tour sur lui-même. All right. Si je me rends à la fin ici, puis je remplace mon 1 par 2, ben vous allez voir que maintenant, mon rectangle va faire 2 tours sur lui-même. Good stuff. All right. OK, maintenant, on a vu l'opacité, on a vu la rotation. Bon, l'échelle, je pense que c'est assez facile de comprendre. Là. J'ai fait S pour échelle. Bon, là, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer une autre chose, en fait. Là, j'ai fait S, puis tout a disparu pour seulement laisser apparaître échelle. Si vous pèsez sur la touche U fait apparaître toutes les propriétés qui sont présentement transformées. OK, donc U une fois pour toutes les propriétés qui sont transformées. Donc U pour faire disparaître, faire réapparaître. Et si je fais U deux fois, ben là, vraiment, j'ai comme tout déployé toutes les fonctions de toutes les propriétés. Alright, donc U une fois. Et là, je vais faire Shift S pour faire apparaître ma propriété d'échelle. Et là, ben, pour le fun, je vais faire en sorte que mon rectangle, au début, soit à 100%. Au milieu, il soit, je ne sais pas moi, à... mettons que je pourrais dire que vers cet endroit-ci, mon truc est à 200% et qu'à la fin, il revient à 100%. Donc, souvenez-vous ici, je peux tout simplement écrire 100% ou j'aurais pu prendre cette image clé, puisqu'elle représente une échelle à 100%, la copier et à la fin de l'animation, la coller. Alors voilà, maintenant, j'ai un rectangle qui flippe sur lui-même et qui a l'échelle. OK, maintenant, vous m'avez vu, lorsque j'ai appliqué un changement de propriété d'échelle, vous m'avez vu cliquer ici pour pouvoir facilement rentrer un chiffre, un chiffre précis, hein, 200%, 300%, etc.
Mais pour toutes les propriétés, sachez qu'on peut tout simplement faire un clic-glisse. Clic-glisse vers la gauche, clic-glisse vers la droite, clic-glisse vers la gauche, clic-glisse vers la droite. OK. Si vous faites un clic-glisse avec la touche Shift, ben, tout va se faire 10 fois plus vite. Donc ici, vous voyez la vitesse. Là, maintenant, avec Shift, OK? Donc, ici, même chose, ma position sans Shift, avec Shift. Okay? Donc, on voit que si on fait un balayage ici, on peut changer ce qu'on a besoin de changer. Et avec Shift, on le fait de manière beaucoup plus rapide. All right. Donc, maintenant, autre chose que j'aurais à vous dire. All right. Si on veut effacer des propriétés. Admettons que moi, je me dis là, que ça ne me tente plus là, que mon rectangle devienne transparent au milieu de mon animation. Ben, je n'ai qu'à faire commande, clic sur mon cadran par rapport, ici, par rapport à la propriété voulue. Vous voyez là, ma propriété opacité. Si je fais un commande-clic sur mon cadran, paf! Toutes les images clés correspondant à cette propriété-là ont disparu. Donc maintenant, mon rectangle ne devient plus transparent au milieu de mon animation. Donc, commande-clic sur le cadran pour effacer toutes les images clés. Alright. Pour pouvoir accéder aux images clés rapidement, vous pouvez peser sur la touche J. Vous voyez là ici, J fait en sorte que je recule d'une image clé à l'autre. Et K, j'avance d'une image clé à l'autre. Ça, on peut aller très, très vite de cette manière-là, d'une image clé à une autre. Pour l'instant, c'est ça. Donc, je pense qu'on a couvert pas mal tout ce qui était de base par rapport aux animations. Donc, on a vu ceci. On a vu dans Iceberg Final, donc les différentes propriétés, donc ici, échelle et position. Mais ce qui nous reste à voir, en fait, c'est comment animer le point d'ancrage. Ah, c'est difficile, ça. J'espère vraiment que je ne vais pas faire d'erreur, là, parce que je suis rendu loin dans mon tutoriel, puis je n'aurais pas le goût de le recommencer pour la 16e fois, parce que oui, ça fait 16 fois que je le recommence. Alors ici, si je retourne à l'intérieur de mon test, OK, vous voyez tout le monde, souvenez-vous, OK? Je vais faire Shift-A pour faire apparaître mon point d'ancrage. Donc, souvenez-vous que si je prends mon outil Y, OK? Vous voyez là, si je prends donc mon point d'ancrage et que je le mets en haut à gauche, les rotations se feront à partir de là. Si je prends mon point d'ancrage et je le mets en bas à droite, les rotations se feront à partir de là. OK? Mais si on veut animer le point d'ancrage pour en arriver à une animation comme celle-ci, donc ici on le voit là, je vais sélectionner ça pour qu'on le voit. Donc, mon rectangle grossit à partir du centre. Ensuite, il rétrécit à partir du coin supérieur gauche puisque j'ai déplacé mon point d'ancrage. Et ensuite, mon rectangle rétrécit à partir du coin inférieur droit puisque j'ai encore une fois déplacé mon point d'ancrage. Alright, on va se rendre dans point d'ancrage à faire. Et là, ici, on va voir une chose très importante. Donc, je vais déployer toutes les propriétés de transformation. Je vais sélectionner mon rectangle. Je vais prendre mon outil Y pour point d'ancrage. Et là, j'aimerais tout le monde que vous regardiez très attentivement ce qui va se passer par rapport à la position. OK? Donc, regardez. Quand je joue avec mon point d'ancrage, ça affecte en même temps la position de mon rectangle. Là, vous allez me dire, comment ça? Mon rectangle, il reste tout le temps au centre. Oui, le rectangle reste tout le temps au centre. L'affaire, c'est qu'After Effects calcule la position des éléments sur la composition par rapport à la position du point d'ancrage dans l'objet. Alright, donc ici, là, j'ai un rectangle qui est tout le temps à la même place dans ma composition. Mais After Effects, là, il va me dire que mon rectangle, il est positionné au 818e pixel. Puis là, il va me dire qu'il est positionné au 1101e pixel. Mais c'est parce que
il calcule, je le répète, la position du rectangle par rapport à où se trouve le point d'ancrage à l'intérieur de ma forme. OK. Donc, commande Alt Home pour le remettre au centre. Et puis, ben, je vais essayer de faire l'animation telle que je vous l'ai promis. Donc ici, je vais commencer par un changement d'échelle. Un petit peu plus loin, je vais le mettre à 200%. Donc, 200%. Donc ici, j'ai mon rectangle qui grossit. Et là, je veux qu'il rapetisse à partir du coin supérieur gauche. Donc, je vais enclencher mon point d'ancrage. Et là, je vais changer la position de mon point d'ancrage. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ah, merde. Vous voyez là, puisque j'ai changé la position de mon point d'ancrage, mais là maintenant, ma transformation ne se fait plus à partir du centre au début de mon animation. Donc, il faudrait au début de mon animation que je m'assure en fait. Donc, je vais faire un commande Z ici. Hein? Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer au début de mon animation que mon point d'ancrage se trouve vraiment au centre. À la fin de mon animation, que mon point d'ancrage est toujours au centre. Donc là, je vais m'ajouter un nouveau point d'ancrage. Pour ajouter des points d'ancrage, là, vous pouvez peser sur le petit losange ici. Alright. Donc là, ici, au début et à la fin de cette partie d'animation, mon point d'ancrage reste tout le temps au centre. OK, là maintenant, une image plus loin, pop. Là, je vais déplacer mon point d'ancrage en haut à gauche. Alright. Alors là, en principe, tout devrait être correct. Donc, je retourne au début, play. Ah non, mon élément il a bougé. OK. Bien ça, c'est, souvenez-vous, pourquoi? C'est parce que la position du point d'ancrage affecte la position de l'objet. All right. Fait que là, ça veut dire que il faut que j'active en même temps des images clés pour la propriété position. Donc, je vais faire un commande Z. Puis là, à partir d'ici, en fait, à partir du début, okay, je vais enclencher le cadran position. Puis là, regardez bien ce qui va se passer. Si je me rends une image plus loin, ici, et que je déplace mon point d'ancrage, on peut voir que automatiquement, la position de mon rectangle s'est aussi déplacée. All right, good. Fait que là, ça marche un petit peu mieux. Bon, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que mon rectangle reste tout le temps au même endroit, de là à là. Fait que je vais prendre la position ici, je vais la copier et je vais la coller là. Bon, all right. Puis là, paf. All right, good. Puis là, à partir de là, je peux maintenant appliquer une échelle. Mettons 50. En fait, c'est pas vrai. Là, je vais mettre une image clé au début de l'animation et une image clé à la fin de l'animation. Voilà. Donc, à partir du centre, pop, à partir du haut à gauche. Donc là, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'avaient rien compris de ce que j'ai fait, puis c'est vraiment pas grave, parce que c'est assez rare qu'on fait des trucs comme ça, mais il y a une chose que j'aimerais que vous rappeliez, OK? Lorsqu'on joue avec la position du point d'ancrage, on joue en même temps, OK? Ça affecte en même temps la position de l'objet. Donc, lorsqu'on applique des changements de propriété de point d'ancrage, c'est pas mal tout le temps une bonne idée d'activer le chronomètre de position pour que la position de l'objet puisse être manipulée en même temps pour rectifier ce qu'on vient de faire. Là, je vais laisser ça là. Pour ceux qui sont courageux, là, je vous invite à faire des expérimentations parce que sans joke, moi personnellement, je pense que c'est comme ça qu'on apprend. C'est en se pétant la gueule contre les trucs. Moi, j'ai Photoshop, After Effects, tous ces logiciels-là, je les ai appris en tétant, en pesant sur des boutons, en essayant des affaires, en essayant de répliquer les trucs des autres. Puis là, ben, ce qui est cool, c'est que j'ai déjà mis au préalable des calques qui s'appellent Final, puis vous pouvez analyser ce qui se passe live. Vous pouvez voir quelles propriétés ont
quelles transformations, comment que ces transformations-là ont été faites et quand dans le temps, puis essayer de le répliquer. Donc, si vous avez le temps, puis si vous voulez, je vous invite à donc refaire chacune des compositions à refaire et voir où est-ce que vous allez avec ça. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite... ah oui, avant d'aller plus loin, par rapport au iceberg, si vous voulez appliquer des changements de propriété d'échelle sur des éléments Illustrator, hein, on le voit ici, là, j'ai importé des calques Illustrator. On voit le logo d'Illustrator ici. Bien, regardez bien ce qui se passe si on grossit des éléments Illustrator. Okay? Donc ici, j'ai sélectionné tous mes calques avec Shift. J'ai fait S. Donc là, ici, on peut voir que la propriété d'échelle de tous les calques est enclenchée en même temps. Donc, souvenez-vous de ça. Là. Quand vous avez plusieurs calques sélectionnés en même temps et que vous enfoncez une touche du clavier, la propriété de tous les calques sélectionnés va apparaître. Okay? Donc ici, moi, je veux activer le paramètre, la propriété d'échelle des trois calques en même temps. Donc, je sélectionne les trois calques, je fais S. Et là, maintenant, si je mets, mettons, 400%, vous allez voir que c'est flou. Puis là, vous allez me dire, mais comment ça se fait que ça peut être flou? C'est vectoriel. Oui, c'est vectoriel, mais pour une raison que j'ignore, After Effects rend les calques Illustrator flous si on les met en haut de 100%. Pour régler ce problème-là, on doit activer l'icône soleil. L'icône soleil, regardez maintenant, vous voyez là, sans l'icône soleil, avec l'icône soleil. L'icône soleil permet donc au calque Illustrator de préserver leurs propriétés vectorielles. Donc là, ici, on peut voir que si on joue avec l'échelle de mes éléments, Illustrator, il reste tout le temps bien propre. Alors voilà, mesdames et messieurs, ça fait le tour. Je vous souhaite bonne chance et un rendez-vous à un prochain tutoriel. Au revoir.